Bonjour à tous. Déjà, merci à Grégory pour son excellente modération sur la précédente table ronde. Donc, on va aborder tous ensemble le piège du trading, enfin le piège du trading et le fantasme des 1000%. Alors, si on prend le cours du Bitcoin, 1000%, ça nous fait à peu près 235 000 $. S'il y en a qui y croient dans la salle. Oui, donc ça fantasme un peu quand même. Hein. Donc voilà, je voudrais que les petites personnalités qui débutent, vraiment, ce sont des nouveaux, donc il faut les encourager. Je voudrais déjà que vous vous présentiez. Super, je me prends la première pierre comme ça. Owen, hasher sur les réseaux, et je réalise différentes vidéos pour démocratiser depuis 2015-2016 les crypto-monnaies et la blockchain. Roxy de Découvre Bitcoin. Ça fait quelques années que je crée des formations seulement sur Bitcoin, assez poussées pour réussir à bien utiliser la technologie. Bonjour à tous, Nicolas Chéron, analyste sur le marché traditionnel. J'aime bien troller la communauté crypto et faire de la pédagogie. Bonjour à tous, cher public. Emilien Dutemps. Je fais rien de spécial en ce moment, je raconte des conneries et je me suis un peu fait rect pendant le boule. Voilà. Et moi, c'est Grégory Raymond et je suis cofondateur avec Raphaël Bloch, que vous avez entendu juste avant, de The Big Well, un nouveau média consacré au Web3. Donc moi, j'ai une première question, assez simple. Hein. Pourquoi autant de nouveaux arrivants pensent à faire fortune immédiatement ? Alors, moi je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui pensent faire fortune immédiatement, ou alors ils sont très cons quand même. Il y en a quelques-uns. Mais j'allais dire, il y a deux trucs qui sont grave cool dans les cryptos. Le premier, c'est que c'est la liberté. Parce que par exemple, si on regarde le secteur des actions traditionnelles, les Aurore Laluc et compagnie, elles ont déjà eu le temps de faire toutes leurs conneries. Et du coup, il y a 1 milliard de réglementations. Voilà, faut ouvrir un PEA. Si vous sortez des sous en moins de 7 ans, vous vous faites éclater la gueule. Enfin voilà, il y a toutes les contraintes du monde financier traditionnel. Et dans les cryptos, il y a la liberté. On peut aller faire un peu ce qu'on veut une fois qu'on a converti en Bitcoin. Ça y est, on peut s'amuser, on peut balancer sur des plateformes. Et l'autre truc, c'est qu'effectivement, bah voilà, il y a plein de gens qui sont devenus riches. Il y a eu des gros rendements. Donc c'est vrai qu'il y a aussi l'attrait de l'argent facile, de faire de l'oseille rapidement, etc. À tort ou à raison, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même attirant. Ouais, c'est ça, et c'est beaucoup plus sexy en fait. Hein. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à aller acheter des micro-caps alors que tu as 20 000 cryptos que tu peux choisir facilement, des trucs qui ont absolument zéro volume, qui ont absolument zéro market cap, et du coup, les vols et les pourcentages à la hausse et à la baisse sont astronomiques. Donc clairement, c'est un jeu, mais c'est beaucoup plus intéressant que d'aller s'embêter. Désolé contre toi, hein, mais contre des actions qui vont pas bouger autant. Bah déjà, ça commence à arriver de plus en plus rapidement, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des applications qui permettent à tout le monde de parier sur la hausse, sur la baisse, simplement même dans la bourse traditionnelle d'ailleurs, hein, ça devient un jeu, comme si c'était facile. Et à côté de ça, il y a ce fameux « je connais quelqu'un qui a gagné beaucoup, je connais quelqu'un qui m'a dit d'acheter ça, maintenant c'est régulé donc on peut le faire facilement ». L'argent facile n'existe toujours pas, en tout cas, j'ai pas trouvé. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent, et on est en plus dans une période où c'est compliqué. On est dans une période où on n'a pas de visibilité sur l'avenir, que ce soit finance traditionnelle d'ailleurs ou que ce soit crypto, on rentre dans une phase totalement opaque, on n'a pas de visibilité sur demain, et donc il y a des gens qui s'essayent à de nouvelles choses. On était enfermés chez nous pendant le Covid, on avait du temps et on avait Internet, c'était parfait pour découvrir de nouvelles activités et penser qu'en appuyant sur un bouton, on pourrait faire fortune. Mais du coup, comme vous disiez, Bitcoin n'a pas inventé le trading. Et à votre avis, c'est juste ce fantasme-là qui a fait que le Bitcoin a permis, on va dire, au grand public de démocratiser le trading ? En fait, dans le trading, il y a des modes depuis 20-25 ans. En 95-2000, il commençait à y avoir Internet et on commence à avoir beaucoup plus de monde qui s'intéresse à la bourse. Vous savez, je parle comme un vieux. Dans les années 2000, il y a les produits de bourse, les certificats, les varants, les turbos qui commencent à pouvoir permettre de pouvoir trader en effet de levier, de faire des gros gains, des grosses pertes. Et ensuite, il y a des modes qui se sont succédés avec des vagues d'entrée de particuliers. Dans les années 2007-2010, il y a eu le Forex, où on pouvait trader les monnaies avec un effet de levier de 200, et si on allait chercher des brokers un peu opaque, c'était 500, voire 1000. Ensuite, après le Forex, on a eu les produits CFD pendant 4-5 ans. Et puis, les cryptos sont arrivés derrière. Donc, ce n'est pas en fait quelque chose qui est né et qui s'est produit au moment où il y avait les crypto-monnaies. Ça fait 20 ans qu'on a des vagues comme ça de nouveaux entrants via des produits spéculatifs à haut rendement potentiel
prônée par les courtiers de l'époque. Et Nicolas, je vais encore m'adresser à toi, mais est-ce que c'est plus risqué de trader les cryptos que des actions? Bien sûr, la volatilité. C'est seulement une histoire de volatilité? On est dans un bull run, Ton texte a été écrit il y à a 6 très mois. très très long terme. Quand on se met en mensuel, en échelle logarithmique, on est comme ça, hein, ok? Mais on a fait moins 74% sur le Bitcoin, on a fait moins 90% sur 90% des altcoins, donc c'est chaud quand même. Donc c'est le ratio rendement-risque. Voilà, plus tu prends de risques, plus tu as un rendement potentiel élevé, et c'est vrai que celui des cryptos est le plus élevé de tous. Et en plus, sur certaines cryptos où on trouve une liquidité qui est plus importante que les microcaps dont tu parlais, où il y a des gens qui se sont spécialisés dans les microcaps en France ou aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on a eu d'un coup un attrait, une facilité d'accès, de la volatilité, plus du volume, qui ont permis justement toutes ces choses-là. Et Owen, les cryptos, c'est une affaire de liberté financière ou de responsabilité financière? Le problème, c'est que les deux sont liés en fait. Donc si n'importe qui peut dépenser son argent et faire ce qu'il veut de ses moyens financiers, il peut également dépenser une fortune pour faire quelque chose d'inutile en quelques heures sans consulter personne et perdre totalement tout ce qu'il a. Donc c'est le problème parce que du coup il y a cette promesse de liberté financière, d'inclusion que proposent certaines crypto-monnaies. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont même pas sur ces créneaux de valeur. Et il y a également le fait que pour pouvoir avoir cette liberté financière et cette fameuse inclusion à l'échelle mondiale dans un système qui permet justement d'échanger de la valeur et d'en conserver, il y a également ce risque de devoir récupérer et de devenir sa propre banque. Devenir sa propre banque, c'est du coup avoir toute la liberté qui va avec, mais pouvoir faire les mêmes bêtises qu'aurait pu faire sa banque. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins on fait des bêtises en notre nom, et ce n'est pas des gens qui les font pour nous, mais c'est vrai qu'on pourrait se demander si là, maintenant, tout de suite, est-ce que tout le monde est prêt à devenir une banque? Et quand on voit toutes les dérives que ça apporte au niveau sécurité, au niveau responsabilité, au niveau éducation, le problème qu'il y a aussi dans la crypto sur le trading, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, ils sont encore moins éduqués que dans le milieu du trading. Dans le trading traditionnel, pardon. Les gens savent que le trading traditionnel, c'est un métier. Les gens savent que c'est compliqué, même s'il y a de plus en plus de personnes qui y vont. Alors là, on arrive dans la crypto, on se dit pas du tout, c'est plus du trading, c'est plus de la finance. Non, là, c'est un jeu, c'est rouge ou c'est vert, et pile ou face, et puis je sais où ça va, quoi. Donc c'est également tout ça qui va avec, du coup, la liberté, mais la responsabilité va avec, et c'est pour ça que l'éducation est une brique incontournable de cet écosystème, je pense. C'est beau quand il parle. Et j'ai l'impression sur les réseaux sociaux, en tout cas, on voit une amplification de la réussite de certains, ils font beaucoup de bruit avec ça, mais de l'autre côté, les perdants, on les entend pas trop. Est-ce que ça joue vraiment sur cette histoire de fantasme, de réussite facile? Pour le coup, totalement. Quand quelqu'un perd de l'argent, il est gêné, il est mal à l'aise. S'il y croyait vraiment, il a fait investir des gens autour de lui. Donc il a fait perdre des gens, souvent des proches, parce que c'est les premières personnes qui... Enfin, c'est la love money, hein, c'est l'argent qui vient de la famille. Donc naturellement, quand on perd de l'argent, on se fait tout petit, on se met dans un coin et on va cuver tout seul son mal-être, très clairement. Alors que quand on gagne, c'est une preuve de réussite qu'on veut afficher pour convaincre d'autres personnes ou pour dire « regardez, je vous l'avais dit, je l'ai fait ». Donc pour le coup, il y a une vraie dissonance entre les gagnants et les perdants et on a l'impression qu'il y a autant de gagnants et aussi peu de perdants parce qu'il y a la honte qui vient se mettre entre les deux comportements et qui fait que quand on perd de l'argent, on est dans son coin, on s'enferme et c'est le moment où on a le plus besoin de s'ouvrir parce que c'est le moment où on a besoin d'échanger avec les autres et également de leur dire « ah, vous avez gagné, ouais, n'oubliez pas que ça se passe comme ça aussi des fois ». Puis je pense qu'il y a aussi des faux gagnants. Oui, c'est un petit peu comme les comptes de paris sportifs sur Snapchat qui te disent « j'avais exactement les 12 scores du match d'hier ». Oui, mais après le match, c'est toujours facile de le commenter. C'est exactement pareil. Il y a des gens qui prennent les risques de dire leur position en amont. Le problème, c'est qu'un vrai bon trader, ça va être quelqu'un qui va sur des milliers de transactions avoir un peu plus de transactions gagnantes que perdantes. C'est pas quelqu'un qui va gagner tous ses trades. C'est ce qu'on pense dans la crypto-monnaie. On se dit lui, il nous a fait 3 calls, 3 propositions, 3 positions à prendre. Il en a perdu 2, il est pas bon. Si c'était aussi simple. Mais ouais, du coup, c'est forcément beaucoup plus délicat que ça, quoi. Et est-ce que vous savez s'il y a des études qui permettent de mesurer le ratio de réussite des traders? 99% de pertes, hein, c'est en moyenne à Non. peu près ça. Si tu prends la finance traditionnelle plus que la crypto, après 2-3 ans, c'est un 95% plus. En fait, c'est pas compliqué. Tu peux commencer à trader en 1 minute sans diplôme. Donc tout le monde perd. Tu es médecin, tu dois bosser 10 ans pour y arriver. Et les gens dans le milieu de la crypto, et surtout en crypto, ils pensent que ça va être tout de suite très simple.
Ils vont peut-être gagner un petit peu, comme tu le dis, ils vont le mettre sur les réseaux, mais tu mets un bull market et après un bear market, leur stratégie ne marche plus parce qu'il faut adapter par rapport au marché. Ils ne savent pas le faire, ils n'ont pas de discipline. Au début, ils gagnent, mais ils ont des petits montants, ils augmentent leur montant, ils augmentent leur levier, et à un moment, ils ont juste un énorme fail qui va détruire tout leur portefeuille. Et comme tu dis, 99% perdent, mais c'est le 1% que tu vois systématiquement sur les réseaux. Aussi parce que les réseaux aiment bien montrer la réussite, et finalement, on ne voit jamais les mêmes personnes gagner, mais c'est toujours celui-ci qui ressort avec le plus de likes et de share. Il y a, il y a les publicités déjà qui nous disent, qui nous donnent le pourcentage de gagnants et de perdants. Alors pas forcément sur les cryptos, puisque par manque de régulation, justement, il n'y a pas encore l'obligation de marquer pour le courtier le pourcentage de clients gagnants-perdants. Mais chez les brokers CFD notamment, tu as sur les publicités sur le site internet le pourcentage de traders qui perdent tous les trimestres. Donc quand tu as 79% de nos clients ont perdu sur ces produits récemment, c'est sur le trimestre. Donc mis bout à bout, effectivement, tu avais raison, on est entre 95 et 99% de gens qui perdent du trading. C'est un peu comme les vignettes sur les paquets de clopes en fait. Et il y avait une étude qui était sortie, qui était intéressante chez FXCM dans les années 2010-2015, c'était caractéristiques des traders à succès, sur des milliers de traders et sur des millions de transactions. Et en fait, plus le compte était petit, plus les gens prenaient de risques, plus ils perdaient vite. Donc, en fait, il faut mettre une certaine somme d'argent pour que ça te fasse mal, pour que tu le fasses sérieusement. Sinon, tu mets un ticket, tu mets 200 balles, c'est comme si tu allais au casino et leverage 500 et c'est parti, quoi. Plus l'effet de levier est utilisé, plus la personne crame son compte rapidement. Et plus le trader passe d'ordre dans le mois, plus il a de chances d'être perdant. Donc, il faut mettre pas mal d'argent pour que ça fasse mal, pas beaucoup de levier et pas trop de trades, faire des choses ciblées. Et si tu fais ça, on va dire que voilà, tu as peut-être une chance de faire partie des 1%. Mais c'est extrêmement rare. Enfin, moi, je suis analyste boursier, je connais des milliers de clients, je discute avec des centaines de traders tous les jours, d'investisseurs. Des traders qui gagnent leur vie comme ça, j'en connais une dizaine, une vingtaine. Et est-ce que vous pensez que... Tu voulais répondre ? Oui, je voulais juste dire, effectivement, c'est vrai que si on prend les traders actifs, c'est-à-dire les mecs qui font du leverage, qui vont sur Binance, qui gamble et tout, effectivement, la grande majorité, ils risquent de se rater comme ça. Mais si on regarde après les gens qui sont quand même dans les cryptos depuis quelques années, qui se sont amusés un peu en trading, overall, quasiment tout le monde est gagnant sur 5-6 ans. C'est-à-dire que vraiment, si vous achetez des cryptos principales, je sais pas, Bitcoin, Ethereum, vous mettez une grosse partie de votre stack dessus, et après, vous pouvez prendre 10%, 20%, vous pouvez gambler avec, mettre des petits projets et tout. La plupart des gens qui font ça, ils sont quand même gagnants. C'est vrai que moi, quand je rencontre les gens dans les meet-up, la plupart des gens qui sont là depuis longtemps, alors je connais des gens effectivement qui sont rects, qui ont tout perdu, etc. Mais ceux qui ont ce problème-là et qui sont là depuis des années, c'est un peu un problème d'addiction au trading qu'on peut retrouver dans le jeu, etc. Il y a des gens effectivement qui ont ce truc-là, c'est hyper, d'y remettre avec l'ACB sur Binance. Moi, mon frère a fait ça, il s'est fait rect d'ailleurs. Et voilà, il remettait à chaque fois, il vidait son compte, il remettait 2000 € en CB, etc. Et ça, c'est arrivé à plein de gens et c'est super triste. Mais disons que dans les cryptos, avec le marché qu'on a eu, et je pense qu'il va continuer d'arriver, simplement acheter les valeurs sûres et les garder des années, il y a quand même très peu de chances de se faire. Mais bon, effectivement, plus vous êtes actif, plus vous utilisez du leverage, plus vous avez de chances de vous faire rect. Parce que déjà, vous payez des frais à chaque transaction. Puis ça devient aléatoire, c'est un peu du casino après. Donc effectivement, plus vous êtes actif, si vous êtes très sage, ça va. C'est un peu. Donc je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et est-ce que vous pensez que les investisseurs institutionnels se régalent plus sur le marché des cryptos parce qu'il y a peut-être un peu moins de maturité de la part des investisseurs particuliers ? Pas Oui. forcément, moi je Ouais, dirais. Il n'y a pas plus de volume, il n'y a pas assez de volume. Je veux dire, si vraiment on considère qu'ils font les frais sur les gros volumes, la finance traditionnelle, c'est un monstre comparé à nous. Enfin, on est encore absolument ridicule. Donc je pense qu'ils regardent ça de loin. Il y en a qui ont beaucoup profité. Je pense que Binance, clairement, est une réussite mondiale indéniable. Après, il y a beaucoup d'échanges. On regarde bien qu'il y a 5 ans, aujourd'hui, le nombre qui se lance, le nombre qui a raté. Il y a beaucoup de perdants aussi. Hein. Encore une fois, on ne parle jamais des perdants, on parle que des success stories. Mais chez les échanges, c'est pareil. Et tout le monde ici, je pense, on reçoit souvent des pubs ou des offres de promotion pour des nouveaux échanges qui se lancent. Il y en a plein qui ne voient jamais le jour ou qui ratent. Donc, ouais, c'est mitigé quand même. Mais je faisais plus référence aux investisseurs institutionnels dans le sens ceux qui gagnent en fait sur les trades
par rapport aux investisseurs particuliers qui sont plus sensibles, on va dire. En 2020-2021, tu as énormément de particuliers qui sont sur le marché crypto. Tu as l'arrivée des produits des professionnels, le CME et puis tous les futurs, etc. sur le Bitcoin. Et on peut voir que dans un premier temps, ces institutionnels ont profité de la volatilité inhérente au Bitcoin qui était bien supérieure à celle du marché action et surtout à des phénomènes de psychologie d'excès, c'est-à-dire peur et euphorie sur les cryptos sont décuplés par rapport à ce qu'on a pu avoir sur le marché action ces dernières années, notamment parce qu'il avait été endormi par les liquidités des banques centrales et qu'il y avait moins ce phénomène de correction et de peur. Et je pense qu'ils en ont profité pendant un certain temps sur les cryptos. Et maintenant, malheureusement, ce qu'on a pu constater là depuis 6-9 mois, c'est que la corrélation entre Bitcoin et le Nasdaq, elle est parfaite. Donc en fait, c'est comme s'ils avaient vérolé en quelque sorte le marché des cryptos et le Bitcoin, avec l'arrivée de gros entrants, de gros volumes, d'une normalisation de ce marché. Et maintenant, je pense qu'ils en profitent moins, mais maintenant, c'est aussi tous les gens qui sont sur les cryptos qui pâtissent de ça, parce que c'est devenu un des instruments de spéculation de la finance traditionnelle aussi, et c'est devenu juste l'actif ultra risqué. Donc quand il y a vraiment de l'appétit pour le risque et qu'on veut de la volatilité, on va sur Bitcoin. Et bien qu'on soit dans le temple mondial du DCA ici à Surfing Bitcoin, et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut quand même faire un peu de trading, qui commence? C'est quoi les règles d'or et les erreurs à éviter? Moi, je dirais un peu ce qu'on a dit, hein. Franchement, déjà, vous prenez qu'une partie de votre capital, genre 10%, 15%. S'amuser avec 10%, il n'y a pas d'honte. C'est une bonne expérience, de comprendre comment ça marche, etc. Là, avec 10%, c'est pas trop grave si vous faites, j'allais dire un peu n'importe quoi, mais même un peu n'importe quoi, vaut mieux le faire avec 4-5%. Dans un premier temps, évitez le leverage, parce que la plupart des gens qui s'en vont en l'air, honnêtement, ils utilisent le leverage, hein. Le leverage, c'est vraiment un piège. Enfin, ça demande beaucoup d'expérience. Moi, je me suis fait niquer avec le leverage, hein, donc je pense que je suis pas le seul ici dans cette salle. Je sais pas combien il y en a qui se sont fait avoir avec le leverage ici. Levez la main. Ouais, voilà, bon, je suis pas le seul. Et je pense que les autres, ils n'ont pas touché au leverage, en gros, pour simplifier. Donc voilà, moi, c'est mon conseil. Oui, tout à fait, tout à fait. Le pourcentage, c'est important, c'est vrai, et peut-être aussi diviser les comptes. Avoir 2 comptes. Tu ne tiens pas tes positions en DCA à côté d'un counter-trade. Donc tu ne peux pas être long terme dans ta tête en DCA sur Bitcoin et être short de l'Ether à côté. Tu veux dire pour éviter les tentations, il faut séparer les comptes? Pour éviter les tentations, pour éviter un moment de dire bon, j'ai plus de marge, vas-y, je coupe le DCA et je switch et je renforce là, parce que là, c'est le dip, hein. Et voilà, tout se fait, hein. Donc les 10 à 20% max, moi je dis souvent ça pour mes clients, mes lecteurs, je dis voilà, c'est bien d'être diversifié. Donc moi je prône d'avoir des actions, des métaux, des cryptos, et d'avoir une poche court terme. La poche de 10 à 15% séparée sur un autre compte sur laquelle tu vas te faire plaisir. Parce qu'en fait, les hommes, alors je dis les hommes parce que les hommes et les femmes qui traitent, c'est pas la même façon en fait. Les femmes sont très carrées et elles ont un pourcentage, elles ont une probabilité de faire des gains sur le marché qui est bien supérieure à celle des hommes. Parce que les hommes sont là pour avoir des sensations quand ils traitent. Et on a remarqué que le but, c'était de chercher des sensations fortes et que les sensations même étaient plus fortes quand tu perdais que quand tu gagnais. Et que limite, on kiffait ça, tu vois. Donc il y a un petit côté sadomasochisme border, quoi. Tu nous donneras les sources de ton étude. Voilà. On m'a dit ça hier soir. Non, tout ce qu'ils ont dit, je pense qu'il faut, c'est surtout de la discipline en fait. Si tu veux être un bon trader, il faut avoir beaucoup de discipline. Donc des conseils de base, essayez d'être laser focus sur un marché, essayez pas de commencer à trader 40 000 cryptos, essayez de garder une même, ça dépend de ta stratégie, mais essayez d'avoir déjà une stratégie que vous pouvez maintenir. Un journal, c'est indispensable. Bien avoir un plan, notez ce que vous faites mal, notez quand vous enfreignez votre plan, notez quand vous faites des erreurs d'émotion, parce que voilà, il y a un gap et d'un coup vous dites il faut remettre, mais en fait vous vous êtes dit sur mon capital de 20%, chaque trade c'est entre 1 et 2% de mon capital qui est en jeu. Finalement vous dites mais en fait c'est super, je vais rajouter, et très vite sans vous rendre compte vous avez mis beaucoup trop, vous avez mis
5% de votre capital, ou même 10%. En crypto, il y en a qui vont faire des all-in. Ne faites jamais un all-in. Enfin, à moins que vous ayez une Ken Flush Royale, mais au trading, ça n'existe pas, donc juste faites pas de all-in. Donc discipline et bien respecter votre plan. Et considérez que ça va prendre minimum 1 an à se former déjà. Et même 1 an, vous allez encore faire des erreurs, donc soyez tolérants avec vous-même. Le truc qui est dur avec cette question, c'est qu'il n'y a pas une réponse qu'on peut faire en 2 minutes. Parce qu'il y a des gens, ils ont fait ça pendant 10 ans, ils n'y arrivent pas encore, et il y en a, c'est un métier, et puis même dans les meilleurs du métier, peuvent faire des années où ils perdent de l'argent, et c'est ce qui est arrivé aux banques cette année, hein. Les plus grands gestionnaires de fonds de la planète sont sur une moyenne de quoi? Moins 12%. C'est des gens qui ont fait que ça, avec des équipes de professionnels qui ont 10, 15, 20, 30 ans d'expérience. À partir de là, performer sur un marché à moins 12%, c'est faire moins 10. C'est ça une performance, c'est ça une réussite. C'est pas celui qui gagne. Alors oui, il peut gagner, on peut tous faire un pile ou face. De toute façon, ça passe toujours à un moment ou à un autre, hein. Vous pouvez également tout aller mettre sur le rouge. Mais le truc qui est compliqué, c'est que plus je creuse, plus j'essaye de comprendre c'est quoi le métier de trader, parce que j'en suis pas un, plus je me dis ok, mais c'est très clairement du full-time, c'est très clairement une discipline, et ça passe du coup par du money management. Parce que quoi qu'il arrive, on doit bien avoir tout simplement une segmentation de ses fonds, d'où la segmentation des comptes également. On doit savoir combien est-ce qu'on peut perdre au maximum. On doit avoir une stratégie qui est préalablement établie, parce que dans le sentiment, que ce soit quand c'est grisant et qu'on gagne du pognon, ou que ce soit quand on commence à en perdre et qu'on perd pied, c'est là justement qu'il ne faut pas réfléchir. C'est là qu'il faut se remettre au soi-même, calme, qui a pris des décisions et qui les a posées sur un papier, parce que c'est une stratégie qui a été définie. Alors la stratégie peut bouger, mais pas l'objectif final. Et normalement, on est censé se tenir et on n'est pas censé prendre des décisions quand tout va mal et quand on est pris par ses sentiments. Donc le truc qui est compliqué, c'est que ça, déjà c'est facile à dire, mais à faire, c'est autre chose. L'apprendre, c'est un travail vis-à-vis de soi-même, hein, parce que quand on perd un tiers de ce qu'on a sur une soirée, déjà c'est qu'on avait un mauvais money management, et ensuite c'est quelque chose, personne n'a pu vous confronter à ça. J'ai certains abonnés qui m'appellent, qui me disent ce qu'ils ont perdu en quelques heures, et je me dis ok, il faut une vraie aide psychologique, parce que ça passe pas. Et c'est toujours pareil, on peut perdre un certain montant, dire c'est dur, je sais ce que c'est, maintenant je recommence. Il suffit de gagner un 0 de plus sur son montant total et de reperdre un 0 de plus, c'est une nouvelle échelle, c'est une nouvelle épreuve. Et donc il y a plein de choses, c'est facile du coup de dire oui, il faudrait faire ça, mais l'application, c'est de la rigueur, etc. etc. Et c'est la fameuse règle des 5, quoi. En 5 heures, on comprend les règles basiques du trading, en 50 heures, on commence à comprendre un peu c'est quoi un indicateur, 500 heures, on peut commencer à avoir certaines choses, sauf qu'il faut 5000 heures pour commencer à avoir des mouvements qu'on va reconnaître et utiliser son expérience pour se placer de celui qui est bon et qui a suivi une bonne méthodologie, qui est sûrement dans les 95%, de celui qui a un petit peu de visibilité, un petit peu de compréhension de son marché, en avance de phase, et qui, en plus de cette bonne stratégie, va se placer dans le 5 ou 1% des gagnants. Et ça s'apprend pas, et ça, malheureusement, on ne peut pas en répondre en cas de question, quoi. Je voulais juste rajouter un truc. Roxy qui dit pas de all-in. Je pense que vous pouvez sur votre cold storage faire all-in Bitcoin. Voilà. Ça, je pense que c'est valable. Pareil, on parlait des risques avant. En crypto, votre risque est aussi sur les échanges, les MetaMask, votre wallet, quel software vous utilisez. Là où dans la finance traditionnelle, tout peut être rollback, vous avez des gardiens de sécurité vu que c'est centralisé. En plus de tous les risques qu'on vient de parler, vous avez le risque de la sécurité qu'il ne faut absolument pas oublier. Et même là-dessus, mettez bien la grande majorité de votre bag sur un portefeuille froid, et uniquement ce que vous allez trader de façon continue sur un échange. C'est encore très important. Et pas se faire endormir par les phases. Quand le marché est en bull run, n'importe quel crétin peut gagner de l'argent avec les cryptos. Il y a des phases comme ça. Tout le monde rentre dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible, parce que combien de fois ça arrive que quelqu'un dise ouais, je vais acheter ça, ça a l'air génial. Ça semble être un scam, très clairement. Oui, mais il y a des scams qui font x5 aussi. On peut gagner de l'argent avec un mauvais projet. Et donc c'est très délicat, parce qu'il n'y a vraiment pas de règle absolue là-dessus. Et dans le marché de la crypto-monnaie, encore plus que dans l'autre, on va trouver des personnes qui vont avoir un incentive à nous attirer là-dedans et à nous faire croire que c'est simple. Donc on ne va pas tomber sur ces personnes qui vont avoir le bon discours, c'est-à-dire faire peur et recommander l'éducation. On va tomber sur des personnes qui disent c'est faisable et recommander des outils qui permettent de le faire rapidement. Et à chaque nouveau cycle bull, on voit apparaître des nouveaux influenceurs qui dispensent des formations de trading, ou en tout cas de l'initiation au trading sur YouTube. Beaucoup commencent comme ça. Mais quel crédit apporter à des gens qui peut-être n'existaient pas 2 ans avant, 3 ans avant? Est-ce qu'on peut s'y fier? Comment on fait le tri? Non. Ça Non, mérite non d'être et clair. non. Il y en a marre. Voilà. De tous ces mecs qui n'ont jamais tradé avec des grosses positions, qui n'ont jamais tradé des multiproduits, qui n'ont jamais eu de gros portefeuilles de gestion, qui n'ont pas de track record, qui n'ont pas tout ça, et qui disent moi je vais te montrer comment on trade. Voilà. Comment? C'est 2 traits sur une charte. Ah bah de toute façon il y a la résistance, il y a le breakout, tu achètes.
Et après c'est bon. Hein. Après, YOLO. Hein. Non, mais il faut vraiment qu'il se passe quelque chose là-dessus, parce qu'on a des très bons influenceurs, comme Monsieur Owen, qui, voilà, Qui ne font pas de trading. Voilà, non, mais tous, on essaye de faire... en plus, c'est ça. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie. Plus le temps passe, moins je parle de trading, plus je parle d'investissement. Plus je sais que les gens, de toute façon, perdent en trading. Et le problème, c'est que tous les nouveaux influenceurs qui débarquent, il faut savoir... Enfin, moi, quand on me dit un tel ou un tel se fait tacler sur les réseaux, mais tu te rends compte, il bosse beaucoup, il fait une vidéo quotidienne depuis des années, blablabla. Non, putain, il est payé par un courtier pour le faire. Ils font tous de l'apport d'affaires. Tu veux une feuille et un stylo pour... Est-ce que tu as quelques noms en tête Alors, non, j'y reviendrai dans 5 minutes, il faut que je réfléchisse. Non, mais voilà, tous les influenceurs, il y en a qui sont carrés, mais il va falloir qu'il y ait une régulation là-dessus, ou qu'il y ait une étiquette, ou qu'il y ait un badge, ou qu'il y ait quelque chose. Non, ça va. Mais justement, c'est prévu pour la rentrée, justement, il va y avoir une sorte de Après, ça label dépend, parce rouge. que quand ils régulent, ils font un peu n'importe quoi. Donc c'est ça qui est très chaud, mais... Dans les courtiers Forex, CFD, etc., ils ont régulé sur le levier. Ils ont vu qu'au bout d'un moment, au Japon et au Canada, on était passé d'effets de levier 200 à des effets de levier 50 puis 30. Les gens tenaient plus longtemps et faisaient plus de performances. Donc à un moment donné, la régulation sur le levier, elle vient permettre de la performance et un moindre rectage global des nouveaux entrants. Ah, mais si on suit ton principe, si tu dis que 99% ils sont perdants, on interdit à tout le monde de trader. Tu vois, moi je suis plus pour la liberté, les gens ils font leurs conneries. Et puis voilà, parce que bon, après tu vas rajouter des couches de règles, de papiers à remplir, de fonctionnaires qui servent à rien, enfin 1 milliard de réglementations. Tout ça pour avoir un petit jeton marqué influenceur autorisé par l'AMF à donner des conseils financiers, c'est bon quoi. Enfin, J'avoue que celui-là, en plus, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire, parce que pour moi, tu dois dire ceux qu'il ne faut pas suivre. À la limite, tu fais une liste de personnes qu'il ne faut pas suivre, mais tu mets pas un petit... Comment tu fais ça, tu vois, c'est subjectif. Je me demande si c'est pas quelque chose plus sur les bases même de la responsabilité et du disclaimer que quelque chose en mode lui, il a la compétence de trader. Parce que l'AMF peut pas dire lui, il est suffisamment compétent pour. Ou alors c'est carrément un autre type de formation et on va dans une autre direction. Je pense que ce que l'AMF veut mettre en place là, c'est plus quelque chose, une responsabilité basique, un rappel des risques, la petite image sur le paquet de clopes en fait. Ouais, c'est exactement ça. Mais de toute façon, ça sert à rien parce que tous les scammers, ils vont aller se foutre à Dubaï, ils vont continuer de faire leurs conseils et ils s'en foutent complètement. Donc on régule en France. Puis en fait, toutes les boîtes, au lieu de faire leur truc estampillé AMF, elles vont à Dubaï et elles s'en foutent complètement. Donc franchement, moi je pense que c'est un peu mettre des coups d'épée dans l'eau, quoi. C'est comme les régulations européennes. Déjà, on voit quoi les 3 quarts des startups là, que je vois en France, les mecs, ils vont tous à Dubaï. Franchement, rajouter encore des régulations, ça fait juste encore plus de mecs et de boîtes à Dubaï. Je vois pas trop l'intérêt, moi, personnellement. Non. Et si je peux me permettre, ça peut être même pire, hein, parce qu'on le voit au Canada, maintenant, ils ont fait une nouvelle régulation où tu n'as pas le droit d'acheter plus de 15 000 balles d'une crypto low cap pour protéger l'investisseur. Sur papier peut-être, mais en fait la réalité c'est que du coup maintenant ils peuvent se permettre d'augmenter sur les mid-cap et un jour ils vont dire bon vous n'avez pas le droit d'acheter plus de 5 000 € de Bitcoin par mois parce qu'on veut limiter l'exposition, on ne veut pas que vous sortez de notre mauvaise monnaie. Et en fait à force de faire ces couches, on a l'impression que c'est pas grave et que c'est pour le bien de tout le monde. Mais la réalité c'est qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation et laisser les gens être responsables. Parce que si on les enferme trop dans une cage dorée, on va finir comme dans la finance traditionnelle avec aux US une loi en mode si tu n'as pas 1 million, tu n'as pas le droit d'avoir un certain nombre de produits. Bitcoin, c'est censé être de la liberté. Si on commence à dire que tu n'as pas le droit d'en acheter autant parce qu'on considère que tu n'as pas les diplômes de l'État, pour moi, c'est un énorme red flag contre la liberté. On peut laisser faire le darwinisme des marchés financiers. C'est beau. C'est beau. Ok. Dans ces cas-là, on régule que dalle. Mais dans ces cas-là... Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Voilà. On régule que dalle. Mais dans ces cas-là, je pense que c'est pas la bonne approche non plus de réguler. Mais dans ces cas-là, tu acceptes qu'il y ait le darwinisme des marchés financiers. Le darwinisme, c'est vraiment il n'y a pas énormément de gens qui sont faits pour l'investissement et il y en a encore moins qui sont faits pour le trading. Et tu mets pas de régulation ni sur le levier, ni sur les influenceurs, ni sur quoi que ce soit. Ok, pas de problème. Par contre, on est bien d'accord, il y a 95% des gens qui vont exploser en vol, se faire démonter, aller sur des scams, faire de l'effet de levier. Mais ça, etc. tu vas le trouver partout et il n'y a pas de solution.
C'est pour la minorité de 1% ou 3% qui blanchissent de l'argent que 100% des personnes doivent faire des KYC, dire où ils habitent et ce qu'ils ont mangé à midi. C'est pour la minorité de personnes qui vont blanchir de l'argent sur des mixeurs qu'on va tracer et qu'on va interdire d'utiliser des outils qui, en fait, nous rappellent simplement que la Déclaration universelle des droits de l'homme nous permet d'avoir une intimité, une vie privée. Donc c'est toujours pareil. On arrive dans un espèce de système qui fait que Orwell nous a écrit un sacré livre et qu'on y va étape par étape. Enfin, on est quand même dans un monde où une grosse partie de la population asiatique se retrouve à avoir un score le matin et dire toi tu peux faire ça parce que tu es un gentil, toi tu peux pas et c'est le gouvernement qui te score. Donc la réalité c'est que c'est triste, mais c'est toujours pareil. Il y a des gens qui ont le pouvoir, il y en a qui en abusent, il y en a qui en abusent pas non plus, il y a des gens qui se battent pour que ce soit bien fait, et tu arrives dans un système où, ok, il faut protéger l'investisseur basique, mais alors le plus grand nombre, des fois, est également capable des plus folles dingueries, on peut le dire tout simplement. Et donc on se retrouve dans un système où est-ce que tu vas brider tout le monde pour protéger certains. Je vois énormément de gens, tu leur expliques ce qu'il ne faut pas faire, tu leur dis ce qu'il ne faut pas faire, ils vont quand même aller droit dans le mur. Et si tu refuses de leur dire le mur il est là, évite-le, ils vont dire ok, je vais demander à quelqu'un d'autre, et il va dire le mur il est là, et ils vont courir dedans. Parce que les gens, quoi qu'il arrive, s'ils ont envie de faire leurs conneries, ils vont les faire. C'est l'enfant à qui tu dis que la plaque est chaude, quoi. N'appuie pas sur le bouton rouge. Et on pourrait espérer qu'en le disant à un adulte, on lui dise, tu sais, la plaque est chaude, la chaleur, tout ça, ça peut cramer ta peau. Oui, mais mon cousin, il a dit que ça allait monter. Et, ouais. Mais c'est le problème. Les adultes font les erreurs et doivent se brûler aussi, c'est quand même dingue. Et le problème, c'est que d'un côté, tu as quand même cette fameuse chose qui fait que tu dois faire tes erreurs pour pouvoir apprendre, c'est le meilleur maître. Le problème, c'est que cette erreur ne doit pas te tuer et que tu dois y aller à un certain rythme. Et là, encore une fois, certain rythme. Tu mets un montant maximum d'investissement. On n'a peut-être pas les mêmes revenus, on n'a peut-être pas le même compte en banque, peut-être que pour toi ce montant est raisonnable, pour moi il n'est pas adapté, et tu ne peux pas commencer à faire du customisable, tu ne peux pas commencer à faire une régulation complète, adaptée à chaque profil, donc tu es obligé de faire un truc plutôt global, et si tu veux, tu punis un maximum de personnes, jusqu'au moment où on va opposer la vision autrichienne et keynésienne de la monnaie, et là on va avoir un intérêt à faire qu'un État vienne commencer à brider des citoyens, à les empêcher de dépenser leur argent comme ils veulent, parce qu'en fait on aimerait bien qu'ils fassent ça. Et c'est en train d'arriver petit à petit dans à peu près tous les écosystèmes financiers du monde. Et un autre souci aussi, c'est qu'on n'a aucune éducation financière à l'école. On ne nous apprend pas à gérer des budgets ou juste à placer très jeune dans, peut-être pas le 440, mais allez, le S&P, histoire d'avoir un vrai rendement et une retraite à la fin. Donc on est vachement dépendant. Et le problème de ça, souvent, les gens, ils commencent à trader ou à investir quand ils touchent beaucoup d'argent via un héritage, une vente de maison, ou alors ils commencent la vie active. Et là, ils se retrouvent d'un coup avec de la thune à placer, ils n'ont absolument aucune idée, et ils sont jetés de nulle part dans un bain d'influenceurs avec des millions de produits. Et c'est souvent là où les gens, ils explosent en vol. Alors que si très jeune, on avait dit, bon, t'as peut-être pas grand-chose, mais on va tout de suite t'apprendre à bien gérer et manager tes risques, à créer un portefeuille un peu diversifié, tu vois, peut-être qu'il y aurait beaucoup de popcorn, mais dans 10 ans, 20 ans, la population, elle aura compris et on aura une classe beaucoup plus C'est ça l'obligation. L'obligation, ça devrait être de s'éduquer. C'est un truc qu'on devrait vraiment apprendre à l'école, quoi. Gérer son argent, c'est quelque chose de très basique finalement, gérer sa valeur. Bon, après, encore une fois, on est dans le discours un peu pervers du est-ce que les banques et les conseillers sont là pour protéger les investisseurs, ou est-ce que ça les arrange bien qu'ils soient obligés d'être conseillés pour... Il y a les bons et les mauvais chasseurs, on en parlait tout à l'heure avec les bons et les mauvais traders, et c'est toujours pareil, tu peux pas... Donc, il n'y a pas de solution parfaite. On avait dit que c'est moi qui la plaçais. On avait dit que c'est moi. Je voudrais juste dire, sur la régulation, on voit l'exemple type, à chaque fois ça fait n'importe quoi. C'est-à-dire que pour le Canada, ils ont fait une réglementation, on ne peut pas acheter plus de 30 000 euros de crypto, parmi une liste bien précise. Donc dedans, il y a Bitcoin Cash et Litecoin, donc déjà ça c'est ridicule. Hein. Même si moi j'aimais bien Bitcoin Cash à une époque, on voit bien que c'est des décisions totalement arbitraires, et en plus c'est hyper facile à contourner, donc ça va être relou pour les exchanges, ça va être relou pour des fonctionnaires, ça va faire plein d'argent gaspillé. Au final, le mec qui veut s'acheter un shitcoin de l'espace, il dépose sur Bitcoin, il sort ses Bitcoins, il les envoie sur une autre plateforme ou sur un truc. Avec la défi et tout, en gros, ça va devenir extrêmement dur de vraiment limiter ce que les gens peuvent faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez trader full black, vous allez sur la défi sur Ethereum, très concrètement, ou sur Solana, sur Serum, n'importe quoi, personne ne va savoir ce qui se passe. Hein. C'est complètement impossible de vraiment contrôler ce secteur. C'est pour ça que j'aime bien ce secteur, hein, parce que quand Bitcoin est arrivé, il a demandé l'autorisation à personne. Hein. C'est-à-dire que s'il y avait des gens qui demandaient est-ce qu'on a le droit de faire Bitcoin, non. Est-ce qu'on a le droit, non. Et Bitcoin, il est juste arrivé, il s'en foutait complètement. Donc après, les États ont dû faire avec. Et aujourd'hui, on a un peu la même chose avec la défi, etc. Donc ils ont un peu pas le choix. Ils peuvent mettre des réglementations, ils peuvent saouler, ils peuvent rajouter des tonnes de KYC, ça va emmerder toutes les honnêtes gens, et voilà quoi. Donc je pense que c'est un peu... voilà, tous ces trucs de régulation, pour moi, ça sert à rien du tout. Tous les mecs vont aller à Dubaï et toutes les boîtes vont aller à Dubaï. Bon, ça sert à rien. Hein. Je veux dire, d'avoir acheté à Dubaï, je vois pas ce que ça amène à la France.
Moi, je vois que tu n'es pas d'accord, mais... Non, c'est juste que il y a quand même des gens qui abusent quand il n'y a pas de régulation, et on les voit quand même passer. Et enfin, c'est toujours très délicat. Et je fais pas partie de ceux qui veulent, pour sanctionner la personne qui abuse, mettre une règle qui va punir définitivement les 99% d'autres. Mais tu as quand même des bonnes pratiques dans la LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui peuvent, sur un moindre effort, limiter drastiquement la possibilité de blanchiment de flux. Ça, c'est vrai. Maintenant, le double KYC, la coloscopie qui va avec non, ça, et là on y arrive très clairement, hein, tu arrives sur un truc où il y a des fois des clients qui disent « mais attendez, moi j'ai envie de mettre 3 000 €, je ne fais pas ça pour mettre 3 000 €, et c'est triste quand tu es l'entreprise et que tu dis « ah, je le ferai pas non plus, franchement je le ferai pas non plus ». Et c'est ça qui est un petit peu triste, parce que pareil, ça manque d'éducation au niveau régulateur, ça manque du « est-ce que vous vous rendez compte que c'est faisable ou non ?» et ça manque également d'utilité. Il y a une partie des règles, elles sont juste posées pour coller à la finance traditionnelle, alors que dans la crypto, ça ne sert à rien. Et c'est ça le gros problème qu'il va y avoir, et c'est un juste milieu qui pour moi n'est pas du tout trouvé. En attendant, ne rien mettre du tout, ce serait quand même le début d'un no man's land, et les no man's land, ça crée d'autres abus d'un autre côté, quoi. Bah, on est dans un no man's land depuis 10 ans, ça se passe pas trop mal, hein, dans les cryptos pour l'instant. C'est pas les banques qui auraient créé la DeFi, c'est parce qu'on peut faire ce qu'on veut que c'est là. Le tout début du no man's land de la crypto-monnaie était pas ouf non plus, on se traîne encore son image aujourd'hui, hein. Il y avait plein de scams au début, il y en a toujours plein, il y en aura toujours. Il y en a toujours plein, mais en attendant, dès qu'on a mis des KYC, en 3 à 4 mois, on a démantelé les plus gros réseaux pédopornographiques de la planète. Donc il y a quand même un petit truc où ça sert de temps en temps, tu vois. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et mine de rien, là pour le coup, prendre un KYC sur certaines adresses ou sur certains gros flux qui viennent approvisionner les particuliers, ça a fait du bien. En attendant, je suis bien content de savoir que ces sites pourris sont plus sur le web. Oui, bah c'est sûr, je vais pas te dire la pédophilie c'est bien, hein. C'est un autre débat, ça sera un autre panel pour un autre jour. La pédophilie. Il est c'est bien 10h30 ou pas là. Il est 10h35, mec. C'est chaud. Donc l'éducation, c'est super important. Dans les... On avait dit que ce Ça, serait c'était lunaire. une dark myth, ça. Dans les autres pays, en Angleterre et notamment aux États-Unis, les gens ils sont conscients qu'il faut se créer un patrimoine, qu'il faut s'éduquer financièrement, qu'il faut se créer un patrimoine, acheter des actions, acheter des sociétés. nous, on a la faire des retraite. startups. Ouais. Et nous, on n'en aura pas de retraite. Donc, en éduquant les gens, on les éduque d'une part donc à se préparer à investir et d'autre part à pallier ce qu'on n'aura pas, c'est-à-dire un filet de sécurité, une retraite, etc. Donc, mais c'est quand même très positif dans les cryptos parce que la plupart des gens qui sont dans les cryptos ont quand même conscience que le système de la finance traditionnelle est basé sur un système de Ponzi avec les banques centrales qui impriment à balles d'argent et qu'en fait tout vaut zéro. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ils ont déjà la première pierre, ceux qui vont dans les cryptos, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, il manque juste la pierre du comment on fait. Voilà. Comment on s'éduque, comment on investit, comment on fait du DCA, comment on fait du long terme, et comment on prend, si on a envie de vibrer un peu, pas la performance qu'on peut faire à la fin de la semaine, mais la performance d'un DCA quand on tire le trait et que le Excel il fait 20 ans et qu'on se dit, ah oui quand même, ça peut faire quelque chose de beau. Et dernière petite question sur notre panel, après on fera appel aux questions du public. On parlait un peu des influenceurs tout à l'heure, mais je pense que les médias aussi ont une responsabilité. Est-ce que l'AMF devrait aussi s'intéresser aux médias ? Ouais, moi je pense que les médias c'est chaud. Il y a un nouveau média là, avec des petites baleines là, qui s'est créé. Je vois ce que tu veux dire. Ils sont tendus les mecs. Alors, quand tu es analyste ou quand tu es trader et que tu parles à tes clients, ils savent quand tu as une position sur quelque chose, tu vois. Là, il y a des nouvelles cases. Il y a des analystes traders, il y a des influenceurs, il y a des formateurs. Le journaliste, il a quand même un travail d'information qui est important, qui est primordial. Enfin, tu ne vas pas me contredire, je suppose. Et de l'impression que j'en ai eue, en tous les cas, il y en a qui ont créé des sites internet d'information, de formation, etc., mais qui ont beaucoup profité des cryptos et qui, je pense, ont des participations dans beaucoup de projets, et ça, c'est marqué nulle part. On parle des influenceurs qui doivent mettre des disclaimers ou quand tu es à l'achat sur un truc que tu le dises, etc. Mais dans le milieu du journalisme, on n'en fait même pas état. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a des journalistes ou des sites de journalisme de crypto en France qui ont 150 000, 200 000, 250 000 followers.
Tu es à l'achat sur un truc, tu fais un article dedans, il n'y a pas marqué en bas de l'article que tu en as 50 000 balles. C'est chaud. C'est très très chaud. Alors oui, il ne faut pas réguler, on a compris. Après, il y a... On est bon. Non, le truc, c'est à quel point est-ce qu'on doit donner de la visibilité. Parce qu'il y a une différence entre être derrière le projet, enfin là pour le coup c'est mon métier, donc j'en parle, j'ai investi dedans, j'ai acheté des tokens, j'en parle, j'ai acheté des tokens avant qu'ils sortent sur le marché, à un meilleur prix que vous, j'en parle, mais j'ai du capital de l'entreprise, donc j'ai un intérêt sur son développement long terme et sur sa valorisation globale, j'en parle, je vais acheter un bac parce que j'y crois, c'est quand même rare de faire un contenu, de dire achetez ça, c'est génial, j'achète après vous. Et naturellement, on voit des dérives comme ça sur les marchés régulés de la finance traditionnelle. Donc sur le marché de la crypto, rien ne t'oblige à le faire. Et au contraire, c'est un truc de fou, tu parles d'un projet, tu dis pas que tu es derrière, tu n'as pas honte de ne pas dire que tu n'as pas investi, tu n'as pas honte de ne pas avoir disclose ton bag sur le projet dont tu parles. Et à l'inverse, si tu parles d'un projet et que tu dis que je suis derrière, ouais, t'en parles parce que t'en as, c'est sûr, c'est dans ton intérêt. Tu retrouves le problème des deux côtés de l'écran, en fait, si tu veux. La réalité, c'est à quel point est-ce qu'on doit disclose. Et il y a quelque chose qui est certain pour moi, c'est qu'on doit donner de la transparence là-dessus. Que ce soit expliquer dans quelle mesure on est lié au projet, après dire exactement j'ai mis X milliers d'euros sur le projet qui sont dans telle clé Ledger avec tel code PIN dans mon coffre chez moi. Il y en a déjà un qui est venu avec un fusil dans l'année chez moi. On va éviter quand même de donner trop de détails sur ces positions-là. Et on sait comment réagit l'être humain derrière. Je ne suis même pas sûr que ce serait rendre service du coup que d'être aussi précis. En attendant, moralement, dire quel est le lien avec le projet ou l'initiative qu'on présente, je pense que c'est une base, c'est une bonne pratique qui doit être faite. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on passe aux questions, mais si tu veux conclure rapidement. Non, le problème, je pense, c'est pas les gars comme toi ou ceux qui font vraiment de la formation, c'est plus les influenceurs des Marseillais qui font un TikTok en 20 secondes pour parler d'un Discord de NFT. Ça, c'est des vrais risques parce qu'en fait, eux, ils vont pas disclose, on n'en sait rien. Ils envoient un Discord shady où il y aura plein de liens qui peuvent voir votre métaverse ou des trucs comme ça. Et surtout, il n'y a pas de mainmise, quoi. Une Là, y a fois pas qu'il y a de un abus qui a mainmise, été commis, ils sont loin. c'est et c'est rien. fini. Et en fait, ces gens ont beaucoup trop de visibilité. Et à la limite, là où nous, on parle à des gens qui sont connaisseurs, qui ont des bases, qui comprennent les risques, la population qui écoute ce TikTok-là spécifiquement, ils n'ont aucune base. Donc c'est vraiment envoyé de la chair à canon en plein milieu de rien. Et ça, c'est le vrai danger. Et ils sont pas de case, ils sont influenceurs de télé-réalité. Donc je ne sais pas trop où les mettre. Je pense que la solution, tu devrais lancer un TikTok, Roxy. J'ai lancé un TikTok, follow. Bon, merci à tous, c'était vraiment passionnant. On a appris plein de choses. Et notamment la sensibilité pédophile. Donc s'il y a quelques questions, allez-y. Bonjour, merci pour ce panel. Je voulais savoir quel est votre point de vue sur la manipulation de marché avec les gros fonds sur le domaine des cryptoactifs. Parce qu'on sait par exemple qu'il y a un an, CoinMarketCap disait qu'il fallait 93 millions seulement pour que Bitcoin bouge le prix de 1%. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des gros fonds qui manipulent ce marché-là comme ça? Et est-ce que finalement la règle de si tout le monde pense A, alors B va se passer, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Moi, je dirais que pour les gros tokens, genre Bitcoin, Ethereum, c'est un peu compliqué à manipuler. Des fois, il y a des fausses news et tout, mais ça reste super gros, super difficile. Par contre, moi, je l'ai vu de mes propres yeux sur des petits projets. Ouais, je sais pas si je devrais le dire, moi, je le dis. Sur Solana, par exemple, moi, j'ai remarqué que juste avant qu'ils annonçaient un truc, sur les funding rates sur FTX, on voyait qu'il y avait plein de gens qui s'étaient déjà placés. Et en général, il y avait une grosse annonce. Moi, j'étais là, je regardais les funding rates, je me disais, putain, le funding rate, il est... C'est-à-dire, le funding rate, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas sur les futurs, c'est le taux d'intérêt que vous allez devoir payer, soit pour shorter, soit pour faire un long. Donc, en fait, ça permet aux gens, par exemple, s'ils savent qu'il va y avoir une grosse news ou un événement, ils peuvent se positionner à l'avance, faire un long. Et en fait, on voyait dans les funding rates qu'il y allait quelque chose qui allait se passer. Et généralement, le lendemain ou le soir, pouf, il y avait une grosse news qui tombait. Donc je l'ai vu sur plusieurs projets, je dis Solana, mais après, ça ne veut pas forcément dire que ça peut être la team elle-même. Ça peut être des gens qui bossent avec, des gens en amont. Parce qu'en général, tous les projets, ils bossent avec plein de teams, et on le voit sur les petits projets, il y a beaucoup de ça, honnêtement. Et après, même si c'était régulé, je pense que ce sera la même chose, parce qu'honnêtement, j'ai vu des exemples aussi dans le marché de la finance tradi, c'est de partout, quoi. Mais sur Bitcoin et Ethereum, je pense que c'est tellement gros, c'est safe à ce niveau-là. Ça, le problème, c'est combien de temps ils peuvent garder la manipulation. Il faut des poches illimitées, et même en finance, en fait, on va te prendre toute ta thune. Donc, tu peux mettre 3 milliards et les perdre en 2 secondes. C'est la beauté du sport, enfin du jeu. Ils peuvent essayer. Court terme,
pour beaucoup plus, mais long terme, je pense que pour Bitcoin, on est safe. Après, on a bien vu avec Luna, c'est possible de faire des manipulations assez poussées. d'un coup. Les En fait, order je veux books juste sont corriger, silotés. j'ai dit une grosse connerie, j'ai pas parlé de manipulation, j'ai parlé d'insider trading. Donc voilà, j'ai dit n'importe quoi, j'étais hors sujet, je te laisse. Ça reste de la manipulation. C'est pareil, hein, quand chez même. Ça Binance, reste il y en de a la beaucoup qui ont les pré-listings des tokens. Après, il y a aussi le fait que même si on ne peut pas faire bouger le prix du Bitcoin pour en abuser comme on veut, on peut, sur un petit exchange qui a un carnet d'ordre un petit peu isolé, qui a peu de liquidité, on peut venir en abuser. Il y avait même des moments où il y a eu le fameux job du market making, où tout le monde venait devenir un market maker, j'achète, je vends, je maintiens ton prix. Les premiers market makers qui ne savaient pas faire ce métier-là se sont fait éclater par des traders qui venaient eux-mêmes rogner la position du market maker. Donc pour le coup, il y a oui des abus de marché. C'est très très dur à quantifier, il n'y a pas de réponse parfaite là-dessus, on n'a pas de visibilité et il y a naturellement des gens qui en abusent comme dans tous les marchés au monde. En attendant, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup plus de chances de se faire taper sur un token où il y a une profondeur à 80 ou 100 K par pourcent que d'aller manipuler le prix du Bitcoin, quoi. Oui, il y a tous les arbitrages en fait. Tu as tous les arbitrages. À un moment donné, tu pouvais avoir 10 courtiers sur le DAX qui te donnaient des prix différents. Et puis, il y a des sociétés ou des traders qui se sont mis à arbitrer en se disant dès qu'il y a un décalage de prix, dès qu'il y a une erreur, je vais le corriger, quoi. Donc ça, il y en a beaucoup. Après, des manipulations, je suis d'accord avec toi, sur le très court terme, oui. Sur le moyen-long terme, pour le moment, pas du tout. Après, est-ce qu'un jour, de la même manière que certains pensent que le marché de l'argent est manipulé depuis des années par JP Morgan qui le bloque, est-ce que ça peut arriver sur Bitcoin? C'est pas inconcevable. On dit pas non, c'est pas inconcevable. Il y a une notion de poids qui est vachement importante dans la crypto. Crypto, c'est 1000 milliards, parfois 2 ou 3, parfois un demi. C'est précis. 1000 milliards. Le marché action, c'est 100 000 milliards. Le marché obligataire, c'est 300 000 milliards. Donc, tu as quelques fonds qui débarquent avec quelques milliards et qui en font ce qu'ils veulent du marché des cryptos. Il faut quand même garder ça en tête et c'est toujours le cas encore aujourd'hui. Merci. Et une autre question peut-être? Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez parlé des influenceurs, mais sans vouloir les discréditer, des petits influenceurs de Johnny TikTok et Marie les Anges de Marseille. Mais il y a aussi les grands influenceurs, tels qu'on a pu connaître en 2017 John McAfee, qui faisait bouger des shitcoins très rapidement, rien qu'en prononçant leur nom sur Twitter. Il y a même des gens qui codaient des bots pour Instant Base qui était cité par McAfee. Ou plus récemment, Elon Musk qui fait bouger le prix du Bitcoin quand il annonce qu'il va pouvoir vendre ses voitures en Bitcoin. Que pensez-vous de ce genre d'influence et selon vous, pourquoi ces personnes-là ne sont pas inquiétées pour du deal d'initié, tout simplement, de par le poids qu'ils représentent et les annonces qu'ils peuvent faire? Pareil, c'est court terme, c'est simplement on a tout le monde qui les regarde parce qu'on sait que tout le monde les regarde et forcément tu vas avoir des ordres automatiques qui vont être lancés quand il met un mot ou une action. On le sait, par rapport à Musk, il y a le SEC qui est derrière et ils essaient de le réguler. Alors, on n'aime pas la régulation, mais bon, il a une sorte de responsabilité auprès des 64 millions de personnes qui le suivent sur Twitter. Pareil, en fait, ils ne peuvent pas le manipuler à long terme. Donc, à un moment, ils se font scam, mais pour RIP McAfee, la communauté, au moment, elle en prend. Et quand on regarde a posteriori, après 2 ans, on se rend compte que 99% des trucs qu'il a dit, c'était des scams. Et le marché, naturellement, un peu l'éloigne. Et on regarde beaucoup de gros youtubeurs US qui étaient là en 2017. Combien sont encore aussi relevant aujourd'hui, une fois qu'on a réalisé que tout ce qu'ils avaient mis ou parié, en fait, ils avaient touché beaucoup de pognon et ça a fait moins 99%. Ils ont beaucoup moins de légitimité auprès des gens qui sont restés dans l'industrie. Après, il y a un fantasme aussi. Je ne pense pas qu'Elon Musk prend du pognon sur les conneries qu'il dit sur Twitter. Je pense qu'il n'en a rien à cirer. Je pense très clairement qu'il dit ouais, le Bitcoin va monter, le Bitcoin il monte, ça le fait rire. La SEC l'aurait tué sinon. Vu sa position, vu les entreprises qu'il a et vu la responsabilité qu'il a, il aurait pu avoir de gros problèmes pour justement de l'inside trading si lui-même il avait pris des positions, dit oh j'ai confiance au Bitcoin, le Bitcoin se valorise et il revend donc il a gagné de l'argent. Lui il s'en fout complètement. Alors c'est sûr que ça l'amuse, le Dogecoin il s'amuse très clairement de ça. Mais déjà je pense que quand on est multimilliardaire et qu'on a fait autant de choses que lui, on n'est pas forcément besoin de Bitcoin. Ensuite, même si Bitcoin rapporte de l'argent proportionnellement à ce qu'il peut avoir aujourd'hui, ça ne doit pas être ces grosses lignes. Et pour terminer, les risques par rapport à ce qu'il pourrait gagner à l'instant T, les risques qu'il prendrait personnellement de ne plus avoir le droit d'exertion. Il perd son droit d'exercer aux États-Unis, c'est catastrophique.
pour d'ailleurs quelque chose qui le dépasse de très très loin. Donc il y a aussi ce fantasme il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à cirer. McAfee, c'était pas son cas, on était à 250 000 € le tweet. Hein. Donc très clairement, lui, il avait une grille de prix, c'était très clair. Mais en attendant, ouais, je ne pense pas, comme beaucoup de gens le disent, oui, Elon Musk, il manipule les marchés. Oui, il affecte les marchés, mais à force d'user sa parole, ben, on ne le croit plus. Maintenant, on le voit, hein, il y a des très mauvaises annonces, il dit des trucs très négatifs ou très positifs sur des projets. C'est un coup d'épée dans l'eau, parce qu'on y croit une fois, on y croit deux fois, on y croit trois fois, on finit par comprendre la musique, et les marchés apprennent, et puis du coup, ça ne se passe plus de la même façon. Mais en attendant, ouais, penser qu'il est derrière son écran, qui dit ça va monter, il en achète, il revend, je ne pense pas. Non. Mais Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il manipule à fond. Enfin, genre par exemple avec Twitter dernièrement, etc. Moi, je pense au contraire qu'il s'est rendu compte que la SEC lui tapait juste sur les doigts et lui disait non, c'est pas bien, arrête. J'ai l'impression qu'il frôle la ligne quand même et qu'avec Tesla et Twitter, Quand Mais tu as c'est mon créé impression. PayPal, que tu as fait prendre un tournant à la monnaie numérique à l'échelle du monde, quand tu as créé Tesla, que tu as fait prendre un tournant à l'échelle de l'électricité dans le monde entier, et quand tu as dit à la NASA qui te disait que tu peux pas faire atterrir une fusée, tu l'as reposée et tu dis que tu vas en reposer d'autres, je trouve ça dommage quand même d'aller dire le Dogecoin il monte et je vais trader sur Binance. Non, je mais monte pas Doge. Dogecoin, pas Dogecoin. On est Mais d'accord, par mais exemple, voilà. sur Twitter, tu vois, ça sentait grave la manip. Ça sentait C'est grave possible. la... C'est-à-dire, à un moment, il dit j'achète, finalement, j'achète pas, il regarde le prix. Mais tu il vois. va le payer sûrement plus cher que. C'est ça, je veux dire. En tout cas, il y a plein d'endroits où il y a un risque ratio. C'est comme les exchanges qui sont très 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 gros et qu'on dit est-ce qu'ils vont pas rug pull. En réalité, quand tu as atteint une masse critique, c'est pas rentable pour toi de te sauver avec la caisse. C'est rentable de devenir un bon élève, de travailler bien, de te réguler, et comme on l'a constaté d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a quand même une limite où, oui, il y a dû en avoir. Hein. Ce fameux chien, il a annoncé à tout le monde qu'il allait nommer le chien Floki. Mais je pense qu'il Et y a le beaucoup de Floki trolls, a t'as fait raison. x100, c'est horrible. Mais en attendant, je pense que lui, il surfe pas ces vagues-là. Il est fait, il voit quelques bateaux couler, ça le fait rire, il est tranquille. Mais ma lecture sur Musk, c'est que, vous vous rappelez, à l'été 2018, il avait dit qu'il voulait sortir Tesla de la bourse. Et en fait, cette annonce avait été classée comme de la manipulation. Funding secured. Voilà. Et il avait dû quitter la présidence de Tesla à ce moment-là. Et ça l'avait énormément marqué. Et je pense que ce petit jeu qu'il a sur les cryptos, c'est une sorte de catharsis pour faire en fait un gros fuck à la SEC. Il se venge, c'est le Mmh. plus gros troll C'est de ça. la planète, le type. Exactement. Parce que en fait, je pense pas qu'on puisse qualifier de manipulation ce qu'il fait sur les cryptos parce que en fait, il n'y a pas assez de régulation. Quoi. Et non, enfin, si Pour c'est de la qu'on puisse le manipulation, qui est régulation ou pas, c'est de la manipulation. Par contre, c'est de la manipulation où le mec, c'est juste pour le fun. Là où d'autres pourraient manipuler des cryptos parce qu'ils en ont profité de l'effet sur Mais les du coup, cours, tu peux pas le punir. etc. Tu peux pas le punir. Ah ben non. Tu peux le punir s'il profite de la vague qu'il crée, et s'il tire juste une vague et qu'il s'amuse à voir des gens se noyer, c'est drôle, il y a Mais là, quelques bulles. mais là, Twitter, c'est énorme. Le mec qui se dit, il y a des bots de partout, je vais leur faire croire que j'achète. Comme ça, je rentre dedans pour leur demander les explications. Le deal se fait pas, et donc je les force à montrer aux juges ce que je leur ai demandé, donc le nombre de robots, comment ça fonctionne, etc. Et il les a défoncés. Comme beaucoup de gens disent, entrepreneur de génie mais influenceur de merde. Oui, et on va finir là-dessus. Merci beaucoup.